Sur une route de campagne gelée, enterrée sous la neige du Midwest, un SEAL de Marine ralentit son camion, alors que le vent hurlait à travers les champs vides. Le monde devant s'évanouit dans un silence blanc. Puis il les vit. Une chienne mère tremblante se tenant seule, et dans la neige à côté d'elle, une portée de minuscules chiots gisant immobiles, ventres en l'air, comme si l'hiver les avait déjà réclamés. Avant que l'histoire ne continue, prenez un moment pour nous dire d'où vous regardez. Votre ville nous rappelle à quel point la gentillesse peut voyager loin. L'hiver s'était installé tranquillement sur les plaines rurales, non pas avec violence ou tempête soudaine, mais avec le genre de froid constant, patient qui s'infiltrait dans le bois, la peau et la mémoire, rendant les routes pâles et les champs en de longues étendues de blanc ininterrompu. Et cet après-midi particulier, sous un ciel terni à la couleur de la cendre, John Miller conduisait seul le long d'une étroite route de comté qui voyait rarement de la circulation une fois que la neige commençait à tomber. C'était un homme au début de la quarantaine, grand et solidement bâti, avec la posture de quelqu'un qui portait son poids uniformément et délibérément, de larges épaules remplissant la cabine de son vieux pick-up, ses mouvements économiques même assis. Une barbe courte, soigneusement entretenue, traçait la ligne dure de sa mâchoire, foncée avec des mèches de gris qui étaient apparues plus vite qu'il ne s'y attendait après son dernier déploiement, et son visage était anguleux, buriné, marqué par des pommettes hautes, et un nez qui avait été cassé une fois et jamais tout à fait remis droit. Ses yeux, un gris-bleu mat, restaient fixés sur la route devant, pas tendus, pas distraits, juste habituellement alertes, comme si le danger pouvait surgir de la neige à tout moment, même s'il s'était dit maintes fois que ses jours étaient derrière lui. John vivait seul dans une petite maison en bois à plusieurs miles de la ville la plus proche, un endroit avec une épicerie, une église et un restaurant qui fermaient avant le coucher du soleil en hiver. Et il n'avait pas de femme, pas d'enfants, pas d'animaux de compagnie et pas de voisins assez proches pour saluer depuis le porche. Depuis qu'il avait quitté les Navy SEALs 3 ans plus tôt, il avait appris à exister tranquillement, gardant ses routines étroites et prévisibles, achetant ce dont il avait besoin, réparant ce qui était cassé et dormant à travers des nuits qui n'étaient plus interrompues par des coups de feu ou des commandes criées, mais qui apportaient encore rarement du repos. Le trajet qu'il faisait ce jour-là était ordinaire, presque délibérément. Un simple voyage pour réapprovisionner l'épicerie avant qu'une autre tempête ne passe. Le genre de course qui lui donnait une raison de quitter la maison sans inviter de conversation ou de questions. Et alors que le camion avançait, ses pneus craquant doucement sur la neige compacte, John sentit le poids familier de la pensée pressée, la question qu'il tournait en rond depuis des mois maintenant. S'il était temps de vendre la maison et de quitter cet endroit entièrement pour déménager quelque part de plus chaud, quelque part d'anonyme, où personne ne connaissait son histoire et où aucune mémoire n'attendait derrière chaque porte. La maison avait été celle de ses parents autrefois, et après leur mort quand il était encore jeune, elle lui était passée par défaut plutôt que par désir. Une structure qui avait survécu à son but, mais restait obstinément debout, un peu comme John lui-même, et chaque hiver qu'il restait se sentait moins comme un choix et plus comme une inertie. La neige s'épaissit alors qu'il conduisait, l'horizon s'estompant jusqu'à ce que le monde semble réduit à ce qui se trouvait directement devant le capot, et il ralentit sans réfléchir, l'instinct guidant son pied plutôt que la décision consciente. Son souffle régulier, ses mains lâches sur le volant. C'est alors qu'il vit la forme devant, sombre contre le blanc, immobile au premier coup d'œil, se tenant juste au bord de la route où une ligne de clôture disparaissait sous les congères. Il se rapprocha, plissant les yeux à travers le pare-brise, et ce qu'il vit le fit froncer légèrement les sourcils, non pas d'alarme, mais de confusion, parce que c'était une chienne de taille moyenne, son pelage terni par la saleté et la glace, les côtes faiblement visibles sous le pelage clairsemé, sa posture raide de froid plutôt que d'agression.
Elle se tenait face à la route, la tête baissée, les pattes tremblantes, comme si chaque seconde debout exigeait un effort qu'elle avait à peine. John ralentit jusqu'à un quasi-arrêt, le moteur tournant au ralenti, et ce n'est qu'alors qu'il remarqua les formes à ses pieds, petites, éparses, à moitié enfouies dans la neige, un amas de minuscules corps gisant sur le dos, ventré exposé, pattes recroquevillées vers l'intérieur, si immobiles qu'ils auraient pu être confondus avec des chiffons jetés, si ce n'était la plus faible suggestion de fourrure sous le givre. Des chiots, réalisa-t-il, comptant rapidement. 6, peut-être 7, pas plus de quelques semaines, leur pelage modelé en doux brun et noir, bouche légèrement ouverte, poitrine bougeant à peine, voire pas du tout. La chienne mère n'aboya pas ou ne recula pas quand le camion s'arrêta, ne montra pas ses crocs ou ne courut pas. Elle déplaça simplement son poids et leva les yeux, ses yeux sombres et vitreux d'épuisement, quelque chose de brut et de suppliant dans la façon dont elle tenait son regard. Et John sentit un serrement dans sa poitrine qui le surprit par sa soudaineté. Il avait vu des choses pires que cela, avait traversé des lendemains où l'aide était arrivée trop tard, et des corps gisaient bien plus immobiles, et pourtant la simplicité de la scène le troubla. Le silence, la neige, la petitesse de tout cela. Sa première pensée fut pratique, automatique, la façon dont son esprit avait été entraîné à fonctionner, qu'arrêter ici était inutile, que la nature était indifférente et que l'hiver réclamait ce qu'il réclamait, qu'il n'y avait pas de protocole pour cela, pas d'obligation, et qu'il pouvait tourner légèrement le volant, continuer, et être chez lui en 20 minutes, où le poêle attendait et les murs gardaient le froid dehors. Il jeta un coup d'œil devant, puis au rétroviseur, la route vide dans les deux directions. Pas de témoin, pas de jugement, juste un choix qu'il pouvait faire et ne plus jamais en parler. Sa main se serra brièvement sur le volant alors que cette vieille voix chuchotait que l'attachement menait à la complication, que l'implication menait à la responsabilité et que la responsabilité était quelque chose qu'il avait porté assez longtemps. Il fit avancer le camion de quelques pieds, ayant l'intention de passer pour se dire qu'il ne pouvait rien faire. Et puis, alors que les phares balayaient le plus petit des chiots, quelque chose changea. Un minuscule corps frissonna juste une fois, à peine perceptible. Un léger tremblement qui ondula à travers son flanc avant que l'immobilité ne revienne, et le pied de John quitta l'accélérateur comme s'il était tiré. Il s'arrêta complètement alors, le camion s'installant dans le silence seulement brisé par le vent pressant contre les portes. Et il s'assit là à regarder, son souffle lent, son pouls régulier mais lourd, sentant l'espace s'ouvrir en lui où une décision vivait. La chienne mère fit un pas vers la route, ses pattes instables. Et bien qu'elle ne fit aucun son, aucun gémissement ou aboiement, le message était indubitable. John expira longuement et contrôlément, et pour la première fois depuis des années, il n'écouta pas la voix qui lui disait de passer son chemin, de se protéger du sentiment, de la perte, de l'espoir. Il ouvrit la porte et entra dans la neige, le froid mordant à travers sa veste. Et alors qu'il marchait vers eux, il comprit avec une clarté qui s'installa profondément et silencieusement que ce moment, aussi petit fût-il, le suivrait quelle que soit la direction qu'il choisirait de prendre. John s'arrêta à quelques pas de la chienne, assez près pour voir la neige croûtée s'accrocher au bord de sa fourrure, et le léger tremblement qui parcourait ses pattes chaque fois que le vent coupait plus fort à travers le champ ouvert. Il ne la pressa pas. Des années d'entraînement lui avaient appris la valeur de l'immobilité, de laisser un moment s'installer avant d'y entrer. Et bien que ce ne fût pas une situation hostile, son corps répondit de la même manière qu'il l'avait toujours fait, contrôlé, délibéré, alerte, sans agression. La chienne mère se déplaça légèrement, se plaçant plus carrément entre lui et les chiots,
sa posture protectrice, mais faible, sa tête baissée, les oreilles rabattues, non pas en menace, mais en épuisement. De près, John pouvait voir à quel point elle était maigre, ses côtes pressant faiblement contre son pelage, sa fourrure terne et clairsemée par endroits où la faim et le froid avaient fait des ravages. Et pourtant, il n'y avait rien de sauvage chez elle, rien de sauvage dans la façon dont elle se tenait. Ses yeux étaient marron foncé, doux sur les bords malgré la peur qu'ils contenaient. Et quand elle le regarda, elle n'aboya pas ou ne grogna pas. Elle regarda simplement, sans cligner, comme si elle pesait si cet étranger dans la neige était la fin de son combat ou la dernière chance qu'il lui restait. John s'agenouilla lentement, un genou s'enfonçant dans la congère, le froid s'infiltrant à travers son jean, et leva ses mains juste assez pour qu'elle les voie vides. Il parla doucement, non pas parce qu'il s'attendait à ce qu'elle comprenne les mots, mais parce que le calme avait un son, et que les animaux, comme les gens, répondaient au ton bien avant le sens. Les chiots gisaient éparpillés derrière elle, leur petit corps à peine visible sous la fine couche de neige qui avait déjà commencé à se reformer, leurs pattes recroquevillées vers l'intérieur, ventre exposé, une posture de vulnérabilité complète. Et alors que John tendait la main pour balayer la neige du plus proche, la chienne mère se tendit, ses muscles se contractant malgré sa fatigue. Il marqua une pause, la main en suspens, puis se retira légèrement, lui donnant de l'espace, la laissant décider, et après une longue seconde qui sembla plus lourde qu'elle n'aurait dû l'être, elle ne bougea pas pour l'arrêter. C'était suffisant. John retira sa veste, l'épaisse toile raide de froid, et la déploya soigneusement à côté des chiots, les protégeant du vent. Un par un, il brossa la neige de leur visage et poitrine, vérifiant la respiration, la chaleur, tout signe de vie. Et alors qu'il soulevait le premier chiot, son corps mou et effroyablement léger dans ses mains, un souvenir refit surface sans être invité, ses mains berçant quelque chose de bien plus lourd des années auparavant, quelque chose qui était devenu immobile malgré tout ce qu'il avait fait pour l'empêcher. Il repoussa la pensée et se concentra sur le présent, sur la simple mécanique du mouvement, plaçant le chiot doucement contre sa poitrine sous sa chemise, laissant la chaleur de son corps faire ce qu'elle pouvait, puis soulevant le second, puis le troisième, chaque fois sentant le même scintillement de résistance de la chienne mère, suivi par une reddition qui sembla lui coûter plus que de rester debout dans la tempête ne l'avait jamais fait. Il les porta au camion, les déposant soigneusement sur le siège banquette, les enveloppant dans la veste et la couverture de rechange qu'il gardait derrière le siège. Ces mouvements précis, efficaces, comme si c'était une tâche avec une liste de contrôle plutôt qu'un moment équilibré sur l'instinct seul. Quand il revint pour le dernier des chiots, la chienne mère essaya de suivre, ses pattes fléchissant sous elle à mi-chemin de l'effort, et elle s'effondra dans la neige avec un son doux et essoufflé qui le transperça plus fortement que le vent. 2 pas et s'accroupit à côté d'elle, assez près maintenant pour sentir la chaleur de son souffle contre son poignet, irrégulier et peu profond. Il pouvait voir l'effort qu'il lui fallait pour lever la tête afin de garder ses yeux sur lui. Et il comprit alors qu'elle avait dépensé tout ce qu'elle avait pour amener ses chiots jusqu'ici, que se tenir debout avait été un acte de volonté longtemps après que son corps lui ait demandé de s'arrêter. Il glissa un bras sous sa poitrine et l'autre sous ses pattes arrière, soulevant lentement, testant son poids, s'attendant à de la résistance, mais elle ne le combattit pas. Au lieu de cela, elle laissa sa tête tomber en avant, se pressant brièvement dans le creux de son cou, son corps se relâchant dans ses bras. Et dans ce geste simple, sans mots, quelque chose en John changea. La confiance n'était pas quelque chose qu'il avait senti offert librement depuis longtemps, pas sans condition, pas sans attente, et la voici maintenant, donnée par une créature qui n'avait plus rien à donner, sauf la foi qu'il ne la laisserait pas tomber.
Il la porta au camion et l'installa soigneusement sur le plancher, la positionnant pour qu'elle puisse voir les chiots, ses yeux les suivant même alors que l'épuisement l'attirait. Et quand il ferma la porte, les scellant tous à l'intérieur contre le froid, le silence soudain sembla presque irréel. Il s'appuya contre le camion un instant, le souffle embu en l'air, son cœur régulier mais lourd, et se permit de reconnaître la vérité qu'il avait évitée depuis l'arrêt, que ce n'était plus un moment dont il pouvait s'éloigner, que tout ce qui viendrait après le suivrait chez lui. Alors qu'il montait sur le siège du conducteur et tourna la clé, le faible grondement du moteur se sentit ancrant, familier, et alors que le chauffage crépitait à la vie, poussant une faible chaleur dans la cabine. John jeta un coup d'œil à la chienne mère, à la façon dont sa respiration commençait à se régulariser maintenant que le vent était parti, aux chiots pressés ensemble sous la couverture, et il pensa à toutes les fois où il avait choisi l'efficacité plutôt que la compassion, la survie plutôt que la connexion, parce que les ordres l'avaient exigé ou la peur l'avait rendu plus facile. Il n'y avait pas d'ordre maintenant, personne ne regardait, pas de conséquences qu'il pouvait imputer aux circonstances, seulement une décision qu'il avait déjà prise sans tout à fait le réaliser. Et alors que le camion avançait doucement, tournant vers la route qui menait à la maison, John comprit que ce choix, aussi simple qu'il semblait, marquerait une ligne entre qui il avait été et qui il pourrait encore devenir. La route vers la maison sembla plus longue qu'elle ne l'avait jamais été, non pas à cause de la distance, mais parce que le poids à l'intérieur de la cabine avait changé. Et alors que John Miller guidait le camion à travers les voies se rétrécissant vers sa propriété, le chauffage poussant finalement un mince ruban de chaleur dans l'air, il garda une main ferme sur le volant et l'autre appuyée contre le siège, écoutant les sons derrière lui, le doux déplacement de petits corps, la respiration inégale de la chienne mère sur le plancher, la preuve fragile que la vie bougeait encore là où quelques instants auparavant elle s'était presque arrêtée. La maison apparut au bord des arbres comme une forme sombre tirée de la mémoire. Son toit bas lourd de neige, le porche s'affaissant légèrement sous la lente pression de l'hiver. Et pour un instant, John hésita, le moteur tournant au ralenti, frappé par le sentiment familier qu'il retournait à un endroit qu'il ne s'était jamais pleinement permis d'habiter. Il coupa le moteur et sortit, le froid mordant immédiatement son visage, le silence de la propriété pressante. Et quand il ouvrit la porte passager, la chienne mère leva faiblement la tête, les yeux le suivant, son regard ne quittant jamais les chiots émitouflés sur le siège. John bougea rapidement maintenant, pas pressé, mais déterminé, soulevant le plus petit des chiots d'abord, berçant son corps fragile contre sa poitrine, alors qu'il traversait le porche, cherchant à tâtons la clé dont il avait rarement besoin en plein jour, la serrure raide de froid et de désuétude. À l'intérieur, la maison le salua avec l'odeur familière du vieux bois et de la poussière, l'air vif et immobile, du givre bordant les bords des fenêtres comme une dentelle pâle. Il déposa les chiots sur le tapis près du foyer, étalant sa veste et la couverture de rechange sous eux, puis revint pour le reste, ses bottes traçant de la neige sur le sol en arc s'élargissant. La maison se remplissant lentement de sons, de mouvements, de buts. La chienne mère fut la dernière, plus lourde qu'il ne s'y attendait, malgré sa maigreur, son corps tremblant faiblement, alors qu'il la posait à côté des chiots, et elle se traîna immédiatement plus près d'eux, le nez poussant, les comptant par le toucher, par l'odeur, par un instinct plus ancien que la peur. John s'agenouilla là un instant, la regardant, puis se leva et se dirigea vers le poêle, allumant une allumette avec des doigts raides de froid, apaisant la flamme jusqu'à ce qu'elle prenne, puis la nourrissant de bois jusqu'à ce que le feu commence à respirer, le crépitement remplissant la pièce de quelque chose qui ressemblait presque à un soulagement. Il travailla maladroitement mais avec soin, tirant de vieilles courtes pointes d'un placard, les superposant près du foyer, traînant une chaise plus près,
déplaçant des objets qu'il n'avait pas touchés depuis des mois. Et avec chaque petite action, la maison changea, n'étant plus un contenant pour le silence, mais un espace répondant aux besoins. Un des chiots bougea, puis un léger son s'échappant de sa bouche, à peine plus qu'un murmure, et John se figea, le souffle coupé, regardant un autre minuscule corps suivre, une patte tressautant, un œil s'ouvrant avant de se refermer à nouveau, et quelque chose de serré dans sa poitrine se desserra juste assez pour qu'il puisse respirer. Il versa de l'eau chaude dans un bol, la testant soigneusement avant de la placer à portée, puis retourna au feu, ajoutant plus de bois, le nourrissant comme une promesse qu'il avait l'intention de tenir. Il ne remarqua pas l'effort au début, seulement le léger craquement des pneus dehors, le son suffisamment inconnu pour le faire se retourner, et quand on frappa à la porte, fermement mais sans hâte, il sentit un éclair de malaise. Rapidement tempéré par la réalisation que la fumée de la cheminée était visible pour la première fois depuis des années. Il ouvrit la porte pour trouver Mary Thompson debout sur le porche, émitouflée dans un lourd manteau de laine, ses cheveux argentés glissés sous un bonnet en tricot, sa posture légèrement courbée, mais stable, les yeux perçants derrière des lunettes à monture fine. Mary était au début de la soixantaine, grande autrefois, mais maintenant attirée vers l'intérieur par le teint, son visage profondément ridé, mais adouci par une gentillesse habituelle, et elle avait vécu sur la propriété voisine pendant des décennies, le genre de femme qui remarquait quand les lumières restaient éteintes trop longtemps ou quand quelqu'un cessait de venir en ville. Elle portait un sac en toile dans une main et un thermos dans l'autre, son regard passant John, remarquant immédiatement les couvertures sur le sol, le feu, les formes blotties près du foyer. « J'ai vu la fumée, dit-elle simplement, sa voix basse et calme, pas curieuse, pas effrayée. John s'écarta sans réfléchir, et elle entra, fermant la porte doucement derrière elle, s'agenouillant presque aussitôt à côté des chiots, posant ses affaires avec une aisance exercée. De près, ses mains étaient et capables, la peau burinée et cicatrisée par des années de travail, ses mouvements confiants. Et alors qu'elle vérifiait les chiots un par un, murmurant doucement, John réalisa qu'elle avait déjà fait cela, peut-être pas avec des chiens, mais avec quelque chose de fragile, quelque chose qui nécessitait une compétence tranquille plutôt que de la panique. Elle versa du lait chaud dans un plat peu profond, expliquant sans lever les yeux que le lait de vache n'était pas idéal, mais ferait l'affaire pour l'instant. Et quand la chienne mère leva la tête, méfiante, mais trop fatiguée pour protester, Mary rencontra son regard avec un calme stable, son corps incliné juste assez pour paraître plus petit, moins menaçant. « Vous êtes en sécurité ici, dit-elle. Pas à John, pas même vraiment au chien, mais au moment lui-même. Et quand la chienne mère baissa à nouveau la tête, la respiration s'apaisant, Mary hocha la tête comme si une conversation s'était terminée. John regarda, les mains enfoncées dans ses poches, incertain de où se placer, conscient pour la première fois depuis des années du son d'une autre voix dans sa maison, la façon dont elle remplissait des espaces qu'il avait appris à contourner. Mary ne posa aucune question à laquelle il ne pouvait répondre, seulement des questions pratiques. Combien de temps ils avaient été dans le froid? Combien de chiots il y avait? Si le feu tiendrait toute la nuit? Et quand elle se leva, brossant ses genoux, elle se dirigea vers le placard sans demander, sortant un bol, arrangeant l'espace comme si la maison avait attendu ses instructions. Un des chiots ouvrit complètement ses yeux, alors sombres et flous, laissant échapper un son fin et hésitant. Et Mary sourit, les lignes autour de ses yeux s'épaississant. « C'est un bon signe, dit-elle. Signifie combattre. » La chienne mère se déplaça, pressant son corps plus près de la portée, et John sentit quelque chose s'installer. Pas de triomphe, pas de soulagement, mais la reconnaissance tranquille que la maison ne contenait plus seulement sa solitude. Quand Mary se leva finalement pour partir,
Elle plaça une serviette pliée près du foyer et serra le bras de John une fois, ferme et bref. « Vous avez fait la bonne chose, dit-elle. Et puis elle était partie, la porte se fermant doucement derrière elle, la nuit reprenant son silence dehors. John resta près du feu, regardant les chiots recueillir lentement la chaleur, leur mouvement petit mais délibéré maintenant. Et quand la chienne mère s'allongea finalement complètement, son corps se relaxant pour la première fois, il tendit la main et toucha son épaule doucement, sentant la montée et la descente régulière de sa respiration, stable enfin. « Grace, dit-il doucement, le nom lui venant sans effort, et bien qu'elle ne leva pas la tête, quelque chose dans sa posture changea, comme si elle l'acceptait. John se rassit alors, seul mais pas solitaire, le feu crépitant, la pièce vivante de son calme, et comprit, avec une clarté qui le surprit, que la maison avait franchi un seuil avec lui, que ce n'était plus un endroit qu'il traversait, mais un qui tenait, réchauffait et abritait, non seulement des corps, mais les parties de lui qu'il avait longtemps gardées enfermées. Les jours commencèrent à perdre leur bord tranchant après cette première nuit, non pas parce que l'hiver reculait, mais parce que quelque chose à l'intérieur de la maison avait changé, et John Miller se retrouva à se réveiller chaque matin à des sons qu'il n'avait pas entendus ici auparavant. Doux mouvements, faibles gémissements, le léger grattement de petites pattes contre le tissu tissé. Les chiots devinrent plus forts par petits incréments tranquilles, pas tous à la fois, mais suffisamment pour que John remarquât la différence chaque jour quand il s'agenouillait à côté du foyer, les comptant par habitude, par le souffle, par instinct, ses grandes mains se déplaçant soigneusement parmi des corps encore fragiles, mais plus immobiles. Il les nourrissait selon un horaire qu'il gardait scotché au réfrigérateur, des notes gribouillées à côté dans une écriture carrée, ajustant les heures et les quantités avec la même sérieuseté qu'il donnait autrefois au briefing de mission. Et quelque part en chemin, il commença à leur parler. Pas des ordres, pas des commandements, juste des mots bas, stables, narrant ce qu'il faisait, remplissant le silence de sons qui n'avaient aucune attente de réponse. Cela le surprit à quel point cela semblait naturel, à quel point sa voix glissait facilement dans l'espace entre les respirations, et à quel point la maison semblait l'accepter, comme si elle avait attendu la conversation depuis le début. Grace resta près, toujours près, son corps une présence constante à côté de lui, sa fourrure retrouvant lentement son éclat à mesure que la chaleur et la nourriture lui revenaient, ses côtes moins visibles maintenant, ses yeux plus brillants, plus alerte, bien qu'elle ne quittât jamais les chiots longtemps. C'était une chienne de race mixte de taille moyenne. Son pelage un mélange de brun pâle et de blanc, son museau légèrement grisé, bien qu'elle ne fût pas vieille, probablement 4 ou 5 ans au maximum. Et il y avait une stabilité en elle que John remarqua tout de suite, une patience tranquille qui ne vacillait pas même lorsque les chiots grimpaient sur elle, tirant ses oreilles, tombant contre son flanc. Elle le regardait avec le même calme et la même concentration qu'elle avait sur la route. Mais maintenant, il y avait quelque chose de plus doux en cela, quelque chose de posé. Et quand il se déplaçait de pièce en pièce, elle le suivait sans bruit, non par peur, non par besoin, mais par choix. À la fin de la première semaine, les chiots avaient des noms simples qui lui venaient sans effort. Max, Buddy, Lucy, Carl Lamadai, et 2 plus petits qu'il appela Hope et Finn. Non pas parce qu'il l'avait planifié, mais parce que les mots semblaient justes quand il les disait à voix haute. Mary Thompson passait tous les quelques jours, son arrivée toujours annoncée par le craquement de ses pneus, et le léger coup qu'elle n'abandonnait jamais, même après que John lui ait dit qu'elle n'avait pas besoin de demander. Elle apportait des fournitures, de vieilles serviettes, des boîtes de conserve, et parfois juste elle-même, s'installant dans une chaise près du feu, ses yeux perçants suivant les changements que John aurait pu manquer.
ses commentaires pratiques et mesurés. C'est Mary qui suggéra qu'il fasse vérifier les chiots correctement, quelqu'un avec une formation. Et c'est Mary qui téléphona à Sarah Collins, une infirmière vétérinaire à la retraite qui vivait à 2 villes de là. Sarah arriva par un matin clair, sa voiture saupoudrée de sel de voirie, sa posture droite malgré ses années, ses cheveux d'un blond argenté épais tirés en une tresse basse qui effleurait le col de son manteau. Elle était à la fin de la soixantaine, grande et mince, avec une peau burinée par le soleil et le travail plutôt que par l'âge, ses mains fortes et précises, sa voix douce mais ferme. Elle s'agenouilla facilement sur le sol à côté des chiots, examinant chacun avec une efficacité exercée, écoutant, vérifiant les réflexes, murmurant des réassurances non seulement aux chiens, mais à John aussi, expliquant ce qu'elle voyait, ce qui était normal, ce qui nécessitait du temps. Elle loua Grace doucement, son toucher respectueux, reconnaissant la patience de la chienne mère. Et quand elle leva les yeux vers John, son regard était stable et gentil. « Vous avez bien fait, dit-elle, non pas comme de la flatterie, mais un fait, et quelque chose en John s'apaisa aux mots, comme si un poids qu'il n'avait pas nommé avait été déposé. Le mot voyagea comme il le faisait toujours dans les petites villes. Pas bruyamment, pas par des annonces, mais par des conversations après l'église, par des appels téléphoniques qui commençaient par de l'inquiétude et se terminaient par des offres. Des gens vinrent, un couple d'abord, puis plus, certains apportant de la nourriture, d'autres des couvertures, un homme offrant de réparer la rambarde de Porsche affaissée quand le temps s'adoucirait. John le regarda se dérouler avec une discrète incrédulité. La maison qu'il avait autrefois contenue seule, accueillant maintenant des chaises rapprochées, des manteaux accrochés à la porte, des voix se chevauchant sans intrusion. Il resta au bord de ces rassemblements, écoutant plus que parlant. Mais Grace resta à ses côtés, sa présence l'ancrant, un poids chaud contre sa jambe, un rappel qu'il ne se préparait plus contre le monde seul. C'est Sarah qui souleva la question un après-midi, son ton prudent, ses yeux passant des chiots alors qu'il luttait maladroitement près du foyer. « Ils ne resteront pas tous, dit-elle doucement, non pas comme un avertissement, mais une vérité. » Et John hocha la tête, comprenant avant que les mots n'atterrissent entièrement. Il le savait, bien sûr, l'avait vu venir dans la façon dont les gens s'attardaient trop longtemps sur certains chiots, la façon dont la voisine de Mary, Madame Klein, cherchait toujours Bella en premier, ou comment un jeune couple se tenait tranquillement à regarder Finn comme s'il imaginait quelque chose au-delà du moment. La pensée serra quelque chose en lui, un instinct familier de reculer avant la perte. Mais Grace se déplaça alors, se serrant plus près, sa respiration régulière, ses yeux calmes, et il réalisa que cela aussi faisait partie du choix qu'il avait fait, non pas de tout garder, mais de laisser les bonnes choses se diriger vers l'extérieur. La première famille vint un dimanche après-midi. Une femme nommée Ruth avec des mains douces et des yeux fatigués, récemment veuve, vivant seule dans une petite maison non loin de la ville. Elle s'agenouilla sur le sol sans hésitation, laissant Buddy grimper sur ses genoux, et quand il s'y installa, la queue remuant incertainement. John vit la décision se former sans mots. Il lui tendit une couverture, répondit à ses questions doucement, et quand elle partit, Buddy blottit contre sa poitrine. La maison se sentait différente, plus vide mais pas creuse. Grace regarda depuis l'embrasure de la porte, les oreilles en avant, le corps immobile, et quand la porte se ferma, elle se tourna vers John, marchant vers lui sans pause, s'asseyant à ses pieds, son regard stable, ininterrompu. Cette nuit-là, alors que le feu brûlait bas et que les chiots restants dormaient en un tas lâche, John s'assit dans sa chaise, les mains posées sur ses genoux, et laissa la vérité s'installer pleinement enfin. Il n'était plus seul, pas de la manière qui importait, pas de la manière qui le vidait de la nuit. Même alors que les chiots commençaient à partir, même alors que la maison changeait à nouveau, Grace resta, le choisissant chaque fois qu'il bougeait,
chaque fois qu'il parlait. Et dans cette simple constance, John trouva quelque chose qui lui avait manqué sans qu'il le sache. Pas la compagnie telle qu'il l'avait autrefois comprise, mais l'appartenance, tranquille et durable, bâtie non sur le devoir ou les ordres, mais sur le fait de rester. Le printemps n'arriva pas d'un coup, et les au revoir non plus, mais sur des semaines qui se déroulèrent doucement, les chiots quittèrent la maison un par un. Chaque départ marqué non par le bruit ou la cérémonie, mais par des moments calmes qui restèrent avec John Miller longtemps après que les portes se fussent refermées. Il apprit rapidement que lâcher prise ne se sentait pas comme il l'avait craint. Ce n'était pas une perte déchirante ou un silence creux, mais quelque chose de plus doux. Un serrement suivi d'une libération, la compréhension que le soin ne se terminait pas quand la distance commençait. Max partit en premier, emporté par une institutrice à la retraite avec des rides de rire profondément gravées autour de ses yeux. Une femme nommée Helen, qui portait des écharpes vives et parlait aux animaux comme certaines personnes parlaient aux enfants, s'agenouillant sur le porche pour remercier John comme s'il lui avait fait une faveur plutôt que l'inverse. Lucy suivit une semaine plus tard, partant avec un jeune couple attendant leur premier enfant. Leur sourire nerveux trahissant à quel point ils avaient besoin de quelque chose de vivant et d'espoir dans leur petite maison louée. Charlie et Bella partirent ensemble, adoptés par un fermier dont les mains étaient larges et craquelées, sa voix rude mais douce quand il les tenait, promettant qu'ils auraient de l'espace pour courir une fois que les champs dégèleraient. Chaque fois Grace regardait de près, jamais anxieuse, jamais résistante, sa posture calme, ses yeux suivant ses chiots jusqu'à ce qu'ils soient partis, puis revenant à John comme pour confirmer ce qu'elle savait déjà, que c'était comme cela que cela devait être. Finn et Hope furent les derniers, plus petits et plus lents à partir. Et quand Sarah Collins revint pour leur faire un dernier contrôle avant qu'ils ne partent, elle sourit à la vue de Grace reposant son menton sur la botte de John, son corps pressé contre sa jambe sans hésitation. Sarah, grande et composée comme toujours, sa tresse blonde argentée maintenant entrelacée de quelques mèches lâches, parla doucement alors qu'elle travaillait. Ses mouvements sans hâte, expliquant à quel point les chiots étaient devenus forts, à quel point ils se porteraient bien. Et quand elle eut fini, elle se leva et rencontra le regard de John, avec un regard qui contenait à la fois de la chaleur et de la compréhension. « Vous la gardez, dit-elle, non pas comme une question, mais une reconnaissance. » Et John hocha la tête une fois, la décision déjà installée profondément dans lui. Grace ne suivit pas les chiots à la porte quand Finn et Hope partirent. Elle resta où elle était, assise à côté de John, sa queue reposant sur son pied, son attention stable et sûre. La maison se sentit différente après cela, plus silencieuse à nouveau, mais pas vide. Le silence n'était plus tranchant, mais rempli d'échos de mouvements et de buts. Et John se retrouva à s'installer dans des routines qui s'étendaient au-delà du soin et de la nécessité. Il promenait Grace chaque matin le long du bord de la propriété, son pas mesuré, sa tête haute, les deux d'entre eux se déplaçant en rythme facile à travers un air qui devenait plus chaud par degrés. Mary Thompson visitait souvent maintenant, non plus seulement pour prendre des nouvelles, mais pour s'asseoir, parler, partager des histoires qui flottaient entre passé et présent sans urgence. Elle était plus lente ces jours-ci, c'est pas prudent, mais son esprit restait vif, ses observations précises, et John trouva du réconfort dans sa présence, la façon dont elle remarquait de petits changements et les commentait comme s'ils importaient. C'est Mary qui aborda le sujet de la maison un après-midi alors qu'ils étaient assis sur les marches du porche. Grace s'étala entre eux, sa fourrure captant la lumière tardive. « Avez-vous jamais décidé ce que vous faites avec cet endroit ?» demanda-t-elle, son ton désinvolte, mais ses yeux attentifs. John regarda à travers la clairière, la ligne de clôture qu'il avait réparée se tenant maintenant plus droite, la rambarde du porche nouvellement renforcée,
des signes de travail qu'il avait faits sans les considérer comme des décisions. « Je reste », dit-il finalement, surpris par la facilité avec laquelle les mots vinrent, et Mary hocha la tête comme si elle l'avait su depuis le début. L'idée grandit tranquillement après cela, non pas d'un grand plan, mais d'un besoin observé et satisfait, comme tant de choses l'avaient été. Une autre tempête passa tard dans la saison, apportant avec elle un appel de la ville concernant un chat errant trouvé frissonnant derrière le restaurant. Puis un maigre limier découvert près de l'ancienne carrière, et John les accueillit sans hésitation, aménageant un coin de la maison avec des caisses et des couvertures, travaillant avec Sarah pour s'assurer qu'ils étaient en sécurité jusqu'à ce que des arrangements puissent être faits. Il ne fit jamais de publicité, ne le labellisa jamais plus que ce qu'il était, un endroit chaud pendant l'hiver pour les animaux, sans autre endroit où aller. Mais le mot se répandit quand même, et les gens vinrent non seulement avec des animaux, mais avec de l'aide, de la nourriture supplémentaire, de vieux chenils, du temps. La maison s'adapta, ses pièces réaménagées, son but élargi, et John réalisa qu'il n'avait pas pensé à la vendre depuis des mois. Grace prit sa place dans tout cela naturellement, accueillant les nouveaux venus avec un calme intérêt, sa présence rassurante plutôt que territoriale, sa patience inébranlable. Elle n'était plus maigre maintenant, son pelage lustré, ses mouvements confiants, et bien qu'elle ne fût pas jeune, il y avait en elle une force tranquille qui faisait que les gens s'arrêtaient quand ils la rencontraient, un sentiment qu'elle appartenait exactement là où elle était. La nuit, quand la maison s'installait et que la dernière lumière s'estompait, John s'assit avec elle près du feu, parfois parlant, parfois non. Et dans ces moments, les souvenirs refaisaient surface différemment qu'avant, non plus vifs ou accusateurs, mais adoucis par la connaissance que ce qu'il avait survécu n'avait pas à définir comment il vivait. Il ne parlait pas de la guerre, pas en détail, mais il se retrouva à y penser moins, ses nuits devenant plus longues, son sommeil plus profond, la vigilance agitée qui le maintenait autrefois à moitié éveillé relâchant son emprise. Un soir vers la fin de l'hiver, la neige tomba à nouveau, légère et constante, un rappel plutôt qu'une menace, et John sortit sur le porche avec Grace, tirant une chaise près de la balustrade, s'y installant avec la familiarité de l'habitude. Le monde au-delà de la clairière était calme, les arbres esquissés en blanc, l'air froid mais non cruel, et Grace s'allongea à ses pieds, puis se déplaça, reposant sa tête contre sa jambe, son poids solide et chaud. John posa une main sur son dos, sentant la montée et la descente régulière de sa respiration. Et dans ce simple contact, il comprit ce qui lui avait pris des années à apprendre. Que la famille n'était pas toujours quelque chose dans laquelle on naissait ou à côté de laquelle on s'entraînait, mais quelque chose que l'on trouvait quand on choisissait de rester. Il se pencha en arrière, la chaise grinçant doucement, et murmura les mots sans cérémonie ou emphase, comme si les prononcer les rendait plus vrais. « Nous ne sommes plus seuls. » Et la queue de Grace frappa une fois en réponse, le son calme mais certain, scellant la vérité de cela, alors que la neige continuait de tomber, douce et indulgente, autour de la maison qui avait finalement trouvé ses gens. Parfois, les miracles que nous attendons n'arrivent pas avec le tonnerre, des réponses ou un changement soudain de circonstances. Parfois, ils arrivent tranquillement, déguisés en un moment où quelqu'un choisit de ne pas partir. Dans cette histoire, Dieu n'a pas arrêté l'hiver, et il n'a pas effacé la solitude du jour au lendemain. Au lieu de cela, il a placé les bonnes vies sur la même route, sous le même toit, et a permis à la chaleur de grandir un petit acte à la fois. C'est souvent ainsi que la grâce opère dans nos vies quotidiennes, non pas en enlevant chaque épreuve, mais en nous donnant la force, la compassion, ou le bon moment pour nous rencontrer les uns les autres au milieu de celle-ci. Alors que vous retournez à votre propre journée, peut-être y a-t-il quelqu'un près de vous qui a besoin de ce genre de soins tranquilles, un appel que vous avez repoussé, un voisin que vous n'avez pas visité
ou même une partie de votre propre cœur que vous avez gardé fermé trop longtemps. Les petites gentillesses offertes fidèlement ne sont jamais petites dans les mains de Dieu. Si cette histoire vous a touché, considérez de la partager avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de réconfort aujourd'hui. Laissez un commentaire pour nous dire d'où vous regardez et ce que cette histoire a signifié pour vous. Et abonnez-vous à la chaîne afin que vous puissiez continuer à marcher avec nous à travers des histoires d'espoir, de compassion et de force tranquille. Que Dieu vous bénisse, veille sur vous et vos proches, vous garde en sécurité et au chaud en chaque saison. Je vous rappelle que vous n'êtes jamais vraiment seul.